Je voulais vous remercier à tous d'être présents avec nous ce matin pour ce 4e débat FitTrust Entrepreneur qu'on organise avec Mediatico. Je voulais remercier Sarah Unger, Maha Karaman et Franck Billot d'être avec nous ce matin pour partager leur expérience des contrats à impact social. Nous avons la chance en effet ce matin d'avoir avec nous 3 acteurs praticiens, 2 dirigeants d'entreprise ayant déjà mis en place de tels contrats. Un pour Réseau Éco-Habitat avec Franck Billot, 2 pour Bicode en Belgique avec Sarah Unger, et une expert structureur et financeur avec Maha Karaman pour BNP Paribas. Je voulais juste vous dire en amont, cette réunion se veut très pratique. Il ne s'agira pas d'énumérer les freins liés à la mise en place de ces contrats. Ils ont déjà été largement commentés depuis la première expérimentation en France lancée en 2016. On a dit que leur phase de construction était très lourde, que leur coût était élevé, que les volumes investis étaient trop petits, que leur rendement était trop faible, qu'il y avait une problématique de critères d'impact. Bref, tous les freins, on les a bien connus. Ici, aujourd'hui, on est là justement pour trouver des solutions et essayer de lever ces freins pour déployer le potentiel de financement de ces contrats. Pourquoi un tel débat aujourd'hui? D'abord parce que, évidemment, c'est la semaine de la finance solidaire, donc on s'inscrit dans les événements de cette semaine organisés par FAIR. Mais aussi, il y a 2 raisons. Il y a une qui est propre à FitTrust. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une société de gestion engagée pour l'impact depuis 2003. D'une part, avec des entreprises cotées où on mène des actions d'engagement actionnarial pour faire évoluer leurs critères environnementaux et sociaux. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. On investit au capital d'entreprises sociales innovantes, non cotées, pour financer et accompagner leur développement sur le temps long. On est entré au capital de Bicode en 2019, de REH, de Réseau Éco-Habitat en 2020, conscient du potentiel d'impact social de ces 2 entreprises. L'autre raison, elle est conjoncturelle, vous l'avez bien compris aussi. Juste un petit rappel, le modèle des contrats impact sociaux ou Social Impact Bond est né aux États-Unis en 2010. Il a largement essaimé en Europe. Aujourd'hui, on estime que près de 155 projets sociaux et environnementaux ont été financés grâce à ces contrats dans plus de 30 pays, avec un montant record établi en Finlande de 17 millions d'euros pour un contrat impact social. En 2020, en France, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, a relancé le mécanisme des contrats à impact avec 3 appels à manifestation d'intérêt. Et le 31 août dernier, elle a lancé une nouvelle mission pour essayer de simplifier le mécanisme de ces contrats et pour essayer de les massifier, donc vraiment d'augmenter leur potentiel de financement et donc de partenariat de financement public et privé. L'idée est donc bien de déverrouiller en France le potentiel de financement de ces contrats. Donc, je laisse la parole à Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui va animer ce débat. Et en préalable, je crois, Maha Karaman va vous expliquer succinctement comment fonctionnent ces fameux contrats à impact sociaux. Je vous remercie, très bon débat et j'espère que, voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat pendant la réunion et après, à l'issue de la réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie de Beaumont et merci à FitTrust évidemment pour l'organisation de cette table ronde pendant la semaine de la finance solidaire, tu l'as dit, table ronde sur les contrats à impact qu'on suit chez Mediatico en tant que média de l'économie à impact aussi. On aime bien aller chercher à comprendre ce mode innovant de financement de l'économie et ces contrats à impact, ouais, le gouvernement a envie de les relancer parce qu'on sent que c'est une innovation financière qui a du potentiel pour financer les entreprises sociales. Mais avant d'ouvrir la table ronde, je vais laisser la parole 1 seconde à Manon Bozek de Mediatico, qui veille au grain sur le plan technique et qu'on va retrouver aussi à la fin de la séance pour les questions-réponses. Manon, c'est à toi très rapidement. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Comme vous disait Frédéric, moi je vais m'occuper plutôt de la partie technique. Bon, maintenant tout le monde commence à être bien habitué aux visioconférences sur Zoom, mais juste pour rappel, sachez que ce débat est enregistré et qui sera du coup à retrouver sur la chaîne YouTube de FitTrust d'ici quelques jours. Au-delà de ça, durant ce débat, vous avez dû le remarquer, vos micros et vos caméras sont coupés. C'est normal, c'est pour laisser du coup nos intervenants la parole, leur laisser la parole. Et au-delà de ça, sachez qu'il y aura un temps de questions-réponses à partir de 9h30.
Donc, tout au long de ce débat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On en fera un tri et elles seront posées du coup, à la fin à nos intervenants. Voilà, je vous remercie. Merci Manon. Alors, où est-ce qu'on en est de ces contrats à impact social? Peut-être qu'on peut dire qu'on n'en est pas encore très loin, en tous les cas pas assez loin, parce que ce sont des produits financiers innovants, je disais. Et en fait, comme toute innovation, ça suscite des craintes, ça suppose de la pédagogie, parce que ces contrats à impact, c'est un partenariat financier public-privé, et le montage est un petit peu complexe à comprendre. Et puis l'innovation, elle nécessite aussi du temps d'expérimentation. Et donc, oui, Stéphanie disait, le premier contrat à impact, d'abord, ils ont été lancés en 2016, mais la première signature, c'est 2017 pour financer l'ADI, qui en France accorde des microcrédits aux entrepreneurs. Et puis, comme on compte à peine 11 contrats à impact signés en France, on se dit que ce n'est pas beaucoup. Et 4 ou 5 ans après, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer sur les contrats à impact social? Alors, pour en parler, on a invité la spécialiste du montage de ce type de contrat chez BNP Paribas, Maha Karaman. Elle dirige le Positive Business Impact Accelerator. Et on a invité 2 fondateurs, fondatrices d'entreprises qui en ont signé des contrats à impact social et qui sont donc dans le portefeuille de Fitrust. Sarah Unger, elle est cofondatrice de Bicode.org. C'est une école de développeurs web en Belgique qui s'adresse principalement à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ils ont déjà formé 1500 personnes en 4 ans. Ils viennent de lever 2,5 millions d'euros. Et puis, on a Franck Billot, qui est fondateur du réseau EcoHabitat, qui améliore l'habitat des personnes en situation de précarité énergétique grâce à des écomatériaux. Tous les deux, ils vont vous parler mieux que moi de leur activité. Mais je vais commencer par une toute première question à Maha Karaman, question de base pour bien replanter le décor pour qui n'aurait pas tous ces éléments en tête. Comment fonctionnent les contrats à impact social et qui sont les financeurs? Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors voilà, donc je pense qu'on est quand même dans un cercle d'initiés maintenant, mais je vais quand même refaire un petit topo. Je ne sais pas si vous voulez mettre la slide, parce que c'est toujours plus clair avec le schéma. Donc, un contrat impact, c'est en fait un mécanisme de financement qui a été vraiment pensé pour des structures d'intérêt général qui ont envie d'innover. Voilà, c'est vraiment, on pose celui-là de base, c'est celui-là. Parce qu'en fait, au centre, on a un opérateur social, une association, une entreprise sociale, un social business, une ONG, une fondation, en fait, qui a un programme, qui veut expérimenter un programme dont elle pense que ce programme va avoir un impact positif, environnemental, social au global. Sauf que c'est un programme qui n'a pas forcément fait ses preuves ou qui est encore trop petit ou qui n'a pas encore l'échelle, etc. Et donc, le contrat impact est un dispositif qui va permettre en fait à des investisseurs de préfinancer ce programme, de le préfinancer, donc de prendre le risque de l'échec du programme. C'est vraiment du capital risque social. Donc, ils vont préfinancer. L'opérateur social va avoir un temps de déploiement, souvent de 3 à 5 ans quand même. Donc, c'est un vrai confort pour l'opérateur social qui va avoir de 3 à 5 ans pour déployer son programme d'action. On va avoir un évaluateur indépendant qui va mesurer au fur et à mesure les résultats d'impact qui ont été produits par le programme. Donc, il faut savoir quand même que l'impact est au centre de ce dispositif, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un évaluateur qui va venir mesurer à chaque échéance les impacts qui ont été effectivement générés. Et si les impacts ont été effectivement générés sont suffisants par rapport à ce qui a été convenu contractuellement par toutes les parties prenantes, on va avoir un payeur au résultat qui va venir rembourser d'abord les investisseurs et voire les rémunérer en cas de dépassement des objectifs. Donc, il y a une prime qui peut être versée au résultat si les objectifs sont encore meilleurs que ce qui avait été prévu dans le contrat. Donc, voilà un petit peu les parties prenantes en fait de ces contrats à impact. Les financeurs, pour répondre à ta question, Frédéric, dans les contrats à impact, il y a 2 types de financeurs, donc c'est important de le dire. Il y a d'une part les investisseurs qui vont prendre le risque et qui vont être remboursés et rémunérés. Donc, les investisseurs sont des investisseurs pour l'instant institutionnels, en France en tout cas,
Dans d'autres pays, on a aussi des grands philanthropes, des family office, etc. Mais en France, on n'en a pas encore. On a eu des fondations, on a eu des sociétés de gestion, bon, on a des banques, on a voilà, des fonds d'investissement, la Caisse des dépôts qui est toujours présente sur les contrats impact en France. Voilà, donc on a plutôt des investisseurs institutionnels. Et côté, on peut avoir aussi des assureurs, G2R La Mondiale, la Maïf. Et côté donc, financeurs publics, donc payeurs aux résultats, on peut avoir des ministères, des collectivités territoriales, des départements, des agences. Là, par exemple, l'ADEME a lancé un appel à projet très fort sur les contrats impact et a mis 30 millions sur la table. Donc on peut avoir plusieurs types de payeurs aux résultats. Donc, c'est les deux types de financeurs qu'on a sur les contrats impact. Merci Maha. Alors, d'abord, j'espère que le bruit de perceuse chez moi ne vous dérange pas trop. Enfin, j'espère que je suis le seul à l'entendre, mais bon. Vous dirigez tous les deux, Sarah Unger et Franck Billot, une entreprise à impact social aux activités très différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre activité et de votre impact social avec quelques chiffres clés pour qu'on prenne la mesure de ce que vous faites, en commençant par Sarah Unger. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce débat. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Merci Fitrust. Donc, en effet, moi, je suis cofondatrice chez Bicode et on a démarré nos activités il y a environ 4 ans. Bicode, on est une scale-up à impact social. On s'adresse à des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont en reconversion, qui n'ont pas de diplôme ou bien qui sont récemment arrivés en Europe et qui n'ont pas d'équivalence de diplôme. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet en 7 mois de se former à la programmation pour changer de vie en fait et pour obtenir un job. On fait ça d'une manière un peu décalée. On fait de l'apprentissage par la pratique, par les pairs, etc. Pour donner quelques chiffres clés, à ce jour, on a formé environ 1500 personnes en Belgique et on a entre 300 et 400 personnes en formation en continu. Ce qu'on essaye vraiment, c'est d'avoir un taux d'abandon qui est le plus faible possible afin de permettre à un maximum de gens de se former. Donc, on a un taux d'abandon qui tourne autour de 15%. Et nous, ce qu'on mesure et ce pourquoi on est là, c'est pour mettre ou remettre les gens à l'emploi. Et donc, ce qu'on regarde, c'est le taux de sortie positive à la fin de la formation. 6 mois après la fin de la formation, on mesure ça. Et on a entre 60 et 70% de sorties positives selon les années qu'on essaye d'améliorer en continu. Et c'est en effet ces chiffres clés et ces taux de sorties positives, le profil des participants qui ont été tous les paramètres dont on a pu tenir compte pour mettre en œuvre les contrats à impact social qu'on a déjà conclus en Belgique. Merci. Et Franck Billot, du coup, pour le réseau Ecohabitat, en une journée assez particulière pour vous d'ailleurs, hein. C'est dans l'actualité aujourd'hui. Oui, bonjour, Franck Billot, donc je suis fondateur de Réseau Ecohabitat et en fait, oui, aujourd'hui, c'est la grande journée, la première journée, on va dire, nationale de lutte contre la précarité énergétique. Donc, normalement, les médias vont se faire le relais d'un certain nombre de situations avec un certain nombre de structures comme la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, Leclerc et plein d'autres structures. Réseau Ecohabitat, en fait, c'est né, donc l'association est relativement récente, hein, puisqu'elle est née en 2014 à partir d'une intuition. L'intuition, c'est qu'il y a beaucoup de gens en situation de précarité énergétique qui venaient solliciter le Secours catholique pour avoir une aide au paiement de factures. Donc, un constat, c'est qu'il y a beaucoup de gens en difficulté financière. Deuxième constat, c'est qu'il y a quand même des dispositifs d'amélioration de l'habitat. Il y en a encore plus en 2021 qu'en 2014. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, ce n'est pas les dispositifs qui manquent, ils sont très nombreux. Et de l'autre, en fait, troisième intuition, c'était de se dire que s'il y a des financements et qu'il y a des gens en difficulté, alors, en fait, sur les questions de transition écologique et on va dire de justice environnementale et justice sociale, il y a un vrai en fait, vivier, il y a une vraie capacité en fait à développer de l'activité économique, notamment aussi sur la question des matériaux biosourcés, puisqu'on n'a jamais eu autant de rénovation, de passoires énergétiques à rénover. La difficulté, c'est de concilier en fait 3 types d'acteurs qui ne parlent pas tout à fait la même langue. Donc,
un réseau de bénévoles sur le terrain qui est plus voilà, dans l'entraide, dans l'action de charité et essayer de sortir des situations de gens en situation de précarité. Donc, il y a le langage du bénévole, de l'acteur du terrain qui repère des situations. Deux, il y a quand même une complexité administrative. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou locataire, mais essayez d'aller chercher des dispositifs d'amélioration de l'habitat. Vous verrez, c'est complexe et c'est d'autant plus complexe pour des gens qui sont complètement éloignés des dispositifs d'action sociale, qui n'ont pas forcément toujours Internet pour aller d'ailleurs se renseigner. Et puis, troisième complexité, c'est la rénovation de l'habitat. Vous avez une perceuse derrière chez vous, Frédéric. La question en fait de la réglementation thermique, du calibat, des agréments, des épaisseurs de matériaux et de toutes les conditions pour faire des bons programmes, tout ça c'est compliqué. Donc quand on a démarré, nous on rentrait pas dans les cases des opérateurs d'amélioration de l'habitat, en fait parce que on allait chercher des entreprises, on allait chercher des gens en difficulté et aller chercher des financements. Et donc on a réussi en fait à engager avec nous une collaboration avec l'Agence nationale de l'habitat pour inventer une case, pour inventer un modèle dans lequel on puisse être en effet financé sur 5 ans, financer une expérimentation qui permette de démontrer qu'on peut aller chercher les publics invisibles, donc les publics en grande précarité, qu'on peut faire des travaux d'amélioration de l'habitat conséquents, donc sortir de 2 ou 3 classes énergétiques et de diviser par 3 ou par 4 la facture d'énergie pour des gens en fait, qui sont même parfois du coup, en situation de privation, et de faire ces travaux en fait, avec des matériaux biosourcés. Donc ce contrat, aujourd'hui, il est sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Et voilà. Merci Franck, alors c'est clair, mais est-ce que vous pouvez nous dire, parce que chercher du financement, il y a plein de façons d'aller chercher du financement. Dites-nous, est-ce que vous vouliez financer votre développement ou un projet très particulier dans l'activité du réseau Ecohabitat? D'autre part, quel montant vous vouliez lever et finalement, pourquoi vous avez signé un contrat impact social? Je pense que vous venez de répondre en disant que voilà, il y avait pas mal de Ouais, c'est ça. participants. Ouais, en fait, au démarrage, on passait beaucoup de temps à aller chercher des subventions et on n'avait aucune visibilité puisque du coup, pour expérimenter, il fallait chercher la subvention annuellement, entre guillemets. Et donc, tout le temps qu'on passe à chercher la subvention, ben, ce n'est pas ça qui fait qu'on met l'énergie dans le programme d'action. Donc, on avait envie de démontrer auprès de l'Agence nationale de l'habitat qu'il y avait un modèle en fait, à initier. Sauf que l'ANA, qui est quand même une administration, n'avait pas en fait les cases pour pouvoir… Ça, on a compris. Du coup, vous vouliez financer le projet global du réseau Exactement. Ecohabitat. Et quel montant vous vouliez lever? Vous aviez besoin de combien? En fait, donc on a démontré en fait, qu'il fallait sortir à peu près 200 familles sur 5 ans. C'était quelque chose de possible et donc avec un volume quand même assez important pour pouvoir mesurer de l'impact. Donc 200 familles sur la région de France et il fallait en fait un montant de 2 millions d'euros 2 millions d'euros. sur 5 ans pour ces ménages, Okay. qui finance bien sûr le coût d'accompagnement social et technique, mais qui décloisonne aussi même le dispositif de l'ANA. Donc, on a été plus loin, ce n'est pas qu'une question de financement contre impact social, c'est aussi de démontrer avec la puissance publique qu'on peut agir différemment pour pouvoir voilà, élargir un peu les bandes passantes en fait, des dispositifs pour pouvoir mieux opérer sur un public en particulier. Merci Franck. On va se tourner vers Sarah pour lui demander et pour lui poser la même question. Du coup, quel est le projet que vous vouliez financer et quel montant vous aviez besoin de trouver? Oui, alors je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Franck, à savoir que c'était vraiment aussi, c'était pas uniquement quel est le montant, mais c'était aussi dans la durée, c'était nous permettre de lever des fonds sur un certain nombre d'années pour nous éviter chaque année de devoir faire les mêmes démarches auprès des payeurs finaux. Alors, le montant qu'on souhaitait lever, finalement, il était un peu limité plus par nos partenaires financiers que par nous, dans le sens que nous, tant qu'ils souhaitaient financer nos activités, on était très contents et on pouvait même faire plus. Donc, on a levé 2,5 millions d'euros sur 5 ans pour financer la formation de 450 chercheurs d'emploi bruxellois. Donc, je suis en Belgique, les choses se font de manière très régionale. Et donc ici, c'était un Social Impact Bond qu'on a fait grâce à un partenariat avec l'agence pour l'emploi, enfin avec l'agence qui accompagne les chercheurs d'emploi bruxellois. Donc ça, c'est le montant qu'on a levé dans le cadre de ce Social Impact Bond. La raison, comme l'a dit Franck, plusieurs années, et c'était aussi pour trouver un peu du smart money, pour trouver de l'argent qui venait de partenaires
motivés, concernés, impliqués dans le projet, tant public que privé. Mais ça, j'imagine qu'on y reviendra prochainement dans le débat. Mais c'était vraiment les deux raisons qui nous ont fait nous tourner vers ce type de financement à ce moment-là. Vous diriez, en regardant le paysage, que c'était plus facile en Belgique de trouver des financeurs pour un contrat impact social, ou en fait la difficulté est la même que celle qu'on peut trouver en France? Est-ce qu'ils sont aussi peu répandus que chez nous? Alors, j'ai pas encore essayé de faire un contrat impact social en France. En Belgique, ce qu'il faut, c'est trouver des gens qui connaissent le mécanisme, qui peuvent l'implémenter et qui sont familiers avec les tenants et les aboutissants. Après, trouver des financiers, des personnes qui sont prêtes à prendre le risque. Je ne pense pas que c'était particulièrement compliqué. C'était plus compliqué de convaincre les administrations et les payeurs finaux d'adhérer à un tel modèle. Maintenant, il y a très peu de contrats impact social en Belgique aussi. Ce n'est pas très, très répandu. C'est ça, il y a aussi une marge de progression autre qui est vrai, effectivement. Maha Karaman, une banque classique, quand elle regarde des projets comme Réseau Ecohabitat et comme Bicode, qu'est-ce qu'elle se dit en observant leur modèle économique? Et vous, chez BNP Paribas en particulier, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, c'est difficile de parler au nom complètement de BNP Paribas, mais moi, qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai commencé à travailler sur ces contrats impact? Je me suis dit, c'est un outil qui, finalement, un des seuls outils que je connaisse qui prennent complètement en compte l'impact au cœur du projet, puisque toutes les modalités, y compris les modalités financières, de remboursement, de rémunération, sont indexées sur la génération d'un impact. Donc ça, c'est le premier point. Mais en fait, ma question, elle est plus généralement un banquier classique, qui n'est pas un banquier à impact, qui regarde des projets comme ça. Est-ce que la première réflexion qu'il se dit, est-ce que c'est pas, je ne sais pas si ce projet-là tient debout, je ne sais pas s'il est rentable, il y a un énorme risque, en fait, je n'ai pas envie d'y aller. Est-ce que c'est ça qui se dit? C'est ça. Oui, au départ, c'est ça. C'est vrai que quand on regarde un projet de contrat impact, on se dit comment on analyse ce truc bizarre, en fait, parce que finalement, nous, ce qu'on a l'habitude en tant que banquier d'analyser, c'est la capacité de l'emprunteur de nous rembourser. Et donc, pour évaluer cette capacité d'un emprunteur à nous rembourser, il faut qu'on soit capable d'évaluer qu'est-ce qu'il va générer comme valeur, comme richesse économique qui va nous permettre de nous rembourser. C'est juste que du coup, là, la richesse économique c'est pas indexé sur la richesse économique, c'est pas l'emprunteur qui doit nous rembourser. Donc, on est quand même sur quelque chose où il faut qu'on aille voir nos départements des risques et qu'on leur dise, écoutez, vous allez prêter à une boîte, mais ce n'est pas elle qui va nous rembourser, c'est quelqu'un d'autre. Et ils ne vont pas nous rembourser sur la génération de cash flow, mais sur la génération d'impact. Donc, alors, oui, c'était bizarre. Ça vous intéresse? Ok, il y a l'impact, vous l'avez dit, au cœur. Et pourquoi ça vous intéresse chez BNP Paribas? Et par quelle entrée vous amorcez ce dossier-là? Enfin, comment vous rentrez dedans, en fait? En fait, comme je vous le disais, déjà, c'est un outil qui nous permettait, dans le cadre de notre démarche d'accompagnement pour les entreprises sociales en général, c'est un outil qui a complètement sa place dans la palette parce que, encore une fois, c'est un outil qui prend en compte le modèle hybride d'un entrepreneur social et d'une association qui ne génère pas forcément de cash flow, en tout cas, ce n'est pas la mission principale. Donc, c'est un outil qui, finalement, parie sur la mission principale des clients qu'on a en face. Donc, c'est quand même plutôt un bon signe, c'est-à-dire que quand on parie sur la chose sur lesquelles ils sont forts, parce que c'est ça en fait, eux leur principe c'est de générer de l'impact, c'est pas générer de la rentabilité. Ils génèrent de la rentabilité pour appuyer leur impact, mais ce qu'ils génèrent en fait c'est de l'impact. Donc quand on parie sur leur capacité à générer de l'impact, finalement, à mon sens, on prend moins de risques. Ensuite, il y a le côté... Vas-y. Non, mais termine, Maha, et après, on va très vite retourner voir, parce que leur tourne, évidemment, on va retourner voir Franck et Sarah pour leur demander comment s'est montée l'opération. Mais vas-y, termine ton idée. Et ensuite, l'autre partie, c'est que c'est une innovation financière. Donc, nous, on aime bien être au cœur des innovations financières. Et enfin, c'est une demande de nos clients. Donc, en fait, c'est un outil qui est un peu à l'intersection de plein de choses qu'on voit. La demande de clients qui veut investir dans des choses qui ont plus d'impact, la demande des entreprises sociales qui ont besoin de financement. Et donc, c'est un outil qui matche bien la rencontre en fait, de ces trois besoins.